Je donne tout de suite la parole à la dernière intervenante de notre thème pour avant la pause, Anne Camilleri. Bonjour, merci Guillain d'avoir organisé un colloque qui est extraordinairement riche depuis ce matin, où on confronte des idées qui s'entrechoquent à mon sens sur le plan des idées politiques et du droit, de la sociologie. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations qui viennent sur ce plan-là, alors que les interventions étaient parfois très sciences dures au départ et qui suscitent un certain nombre de questions. Je suis certaine que la discussion va être riche. Je vais effectivement moi aussi ne pas échapper à la règle, donc je vais couper ma contribution et je renverrai aux questions pour tenir le timing autant que possible. On m'a demandé de communiquer sur les défis scientifiques d'intelligence artificielle au service de la construction européenne. Donc mon cadre de travail va rester dans le cadre de l'Union européenne, qui est une construction qui s'est faite vraiment de manière extrêmement pragmatique, où 4 grands champs de liberté ont été promus. Et dans le cadre de ces libertés, on est passé d'une Europe économique à une Europe plus protectrice des droits fondamentaux des personnes, où il y a eu une volonté de relever également, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de vrais défis scientifiques pour rester dans un cadre protecteur des droits fondamentaux. L'acte européen sur la cybersécurité qui vient d'être adopté est le fruit de cette longue transformation et est porteur d'une fonction normative tout à fait importante. Alors évidemment, le cadre juridique est en pleine expansion au niveau de la construction européenne sur les questions d'intelligence artificielle, mais il ne saurait se suffire à lui seul. Il y a une démarche éthique qui est fondamentale et qui sera, je pense, proposée plus dans le détail que ce que je ne vais le faire par une collègue qui intervient un peu plus tard. Et cette combinaison, en réalité, dans la construction européenne, permet d'identifier ce qui me paraît absolument essentiel, surtout au regard de ce qui a été dit par les scientifiques ce matin, c'est-à-dire l'identification des valeurs essentielles européennes qui doivent être mises au service de l'intelligence artificielle. Et de ces valeurs, il faudra, grâce à des colloques qui ont eu lieu il y a quelques semaines dans d'autres cadres, tenir compte aussi de ce qu'on appelle les biais scientifiques, les biais cognitifs qui ont été aussi évoqués par certaines contributions ce matin. Alors, dans le cadre des valeurs essentielles, lorsque la science précède le droit, nous devons veiller justement à ce que ces valeurs soient mises au service de la construction européenne et notamment qu'on tienne compte des traités européens. Alors, ces premiers traités sont au service des peuples et malgré les atermoiements de l'adoption du traité établissant une constitution pour l'Europe, après les refus français et néerlandais, des mécanismes constitutionnels de démocratie représentative ont permis d'affirmer la primauté des traités de Lisbonne. Donc primaire est donc la force des traités qui constituent la base juridique de l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout faux. Parce que, en réalité, secondaires sont ces traités, en ce qu'ils doivent permettre d'accompagner le progrès scientifique de l'intelligence artificielle. Ici, c'est bien la science qui précède le droit, et ce dernier permet d'accompagner les progrès de l'intelligence artificielle par la définition d'un cadre juridique qui doit être acceptable et des usages de l'IA qui vont plutôt être tournés vers une démarche éthique dans un cadre démocratique. La sagesse est donc un élément avec le temps pour permettre l'acceptabilité sociale de cette intelligence artificielle. Alors, comment se construit l'IA dans la construction européenne elle-même ? Ici, cette intelligence artificielle en droit, pour nous, elle est très perturbatrice parce qu'elle défie le temps. Cette construction européenne, elle s'est traduite par la politique des petits pas, si chère à Robert Schuman, et l'Union européenne, dans ses fondations, a besoin de temps. Or, ce qui fait l'essence du temps, c'est son irréversibilité. En philosophie, on ne rattrape jamais le temps perdu, on conserve des souvenirs. Le temps a été pensé par de nombreux philosophes, que ce soit Saint-Augustin dans les Confessions, Bergson avec la notion de durée vécue, Kant pour appréhender la sensibilité, ou Nietzsche pour l'éternel retour. Et au-delà des philosophes, il y a dans la littérature, bien sûr, Proust qui a joué un rôle décisif. Par conséquent, le temps est un élément essentiel. Or, l'IA a traversé le temps depuis 1950, 56, de dates ont été données déjà, et elle contribue
à finalement modeler l'avenir de l'humain. Or, l'IA s'est invitée dans toutes les politiques européennes. Elle arrive en vrai ouragan dans notre domaine que le législateur tente de canaliser, d'apprivoiser pour que la puissance de son vent donne un nouveau souffle à notre construction européenne. Toutes les politiques sont effectivement concernées. Il s'agit bien là d'un combat entre la science et le droit, et où le droit doit obligatoirement l'emporter sur la force de la science, en faisant en sorte que ce progrès scientifique puisse rester compatible avec nos valeurs. Et il ne s'agit pas d'anéantir le progrès scientifique, mais de faire en sorte que ce progrès reste au service de nos valeurs. La promotion de ces valeurs, on les a dans les traités de Lisbonne, gérés essentiellement sur 2 axes, les droits fondamentaux et le respect plus particulièrement du pluralisme. On a eu dans l'article 2 des traités le respect de la dignité humaine, de la liberté, la démocratie, l'égalité et l'état de droit, le respect des droits de l'homme en réalité, qui sont vraiment le corpus de base de départ de la discussion sur la prévalence de ces valeurs. Les usages ensuite de ces règles européennes, en réalité, on les a toutes appliquées dans nos constitutions, y compris les derniers adhérents de la construction européenne, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale et orientale, quand ils sont rentrés dans le champ de l'Union européenne en tant que membres, il ne faut pas oublier que leurs constitutions ont été des constitutions clés en main rédigées par les juristes de la Commission de Venise au Conseil de l'Europe. Donc il y a une adhésion à ces règles, à ces valeurs européennes qui ont été promues très largement par une jurisprudence européenne très riche qui va des arrêts de 1969 avec Stoder à International Handelsgesellschaft, avec toute une série de codifications de la jurisprudence qu'on retrouve dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aujourd'hui. Donc, un premier aspect sur ce corpus de valeurs et parmi les règles qu'il faudra peut-être mettre plus en avant, c'est la recherche de pluralisme au service de l'intelligence artificielle par la recherche de loyauté, de clarté et de transparence contre ce qu'on appelle maintenant au niveau du droit de l'Union européenne l'infox. Il y a eu un certain nombre de lois en France avec la décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2018 et la loi du 22 décembre 2018 qui ont mis en avant les exigences constitutionnelles qui visent à assurer une clarté et une transparence dans les outils de l'intelligence artificielle au service d'une transparence de leurs algorithmes notamment et la nécessité d'une éducation aux médias et à l'information. On a donc une volonté européenne dans le droit dérivé aujourd'hui de lutter contre la désinformation en ligne, désinformation qui fait que si on arrive à cadrer ce premier, c'est un biais juridique là si vous voulez qui est mis en avant, eh bien la Commission est vraiment extrêmement favorable pour accompagner ce progrès scientifique basé sur l'intelligence. Mais enfin, on a cadré les choses en 2 ans et la Commission européenne a posé 4 règles sur lesquelles on pourra débattre, mais que j'énonce juste pour pas les développer. Tout d'abord, cette IA, elle est sous contrôle humain et un contrôle adéquat. L'adéquation, on sait, en droit est quelque chose de très important. Deuxième règle, les technologies doivent permettre de mettre à jour des contenus et à déceler des éléments de désinformation. Donc la lutte contre l'intox, l'IA doit être un outil contre l'infox. Troisième règle qui est mise en avant, qui sera certainement précisée cet après-midi par Moustapha Mekki, c'est tout le rôle essentiel joué par les blockchains et la nécessité de travailler sur l'intégrité des contenus. Et la quatrième règle, c'est la nécessité de travailler sur des algorithmes dits cognitifs qui assurent le traitement de l'information et qui permettent d'assurer la fiabilité des résultats de la recherche. Donc on a 4 règles essentielles qui permettent, dans la construction européenne, dans un cadre juridique contraignant, de s'assurer que tout ce progrès scientifique est absolument génial, ne va pas révolutionner non plus complètement nos valeurs et les mettre à plat. En tout cas, il s'agit d'ici de rejoindre un petit peu d'autres européanistes qui travaillent plus dans le champ de la Convention européenne des droits de l'homme. Je pense notamment au professeur Laurence Burgor-Larsen, qui a qualifié tout ce débat de déconsolidation démocratique et de lutter contre l'arbitraire. Vous voyez, il y a vraiment toute une théorie qui veut réancrer l'intelligence artificielle au cœur de la nécessité d'approfondir justement ces droits fondamentaux. L'intelligence artificielle ne vient pas tout
perturber, il suffit juste de l'encadrer et pour en faire un usage tout à fait acceptable dans le cadre de nos valeurs européennes. Donc ces valeurs européennes, elles permettent ainsi de relever les défis scientifiques de l'intelligence artificielle dans la construction européenne, mais il convient aussi de veiller à ce que cette IA ne biaise pas la construction. Et on a eu dans d'autres colloques la possibilité d'invoquer ces biais scientifiques de l'intelligence artificielle dans la construction européenne. Et là, il faut avoir une immense prudence. Tu as évoqué le rôle des mathématiques, le calcul hexaflopique a fait son entrée dans le droit de l'Union européenne l'année dernière. On a tout un cadre de la méthodologie mathématique appliquée aux 4 grandes libertés que sont les 4 grandes libertés de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, où l'intelligence artificielle fait une arrivée, mais elle dévaste tout. Dans les modes de pensée, dans le moyen de réfléchir aux objectifs, aux finalités, le raisonnement finaliste téléologique de la Cour est mis à mal et il va donc falloir recadrer cette acceptabilité sociale autour d'un contrôle juridique humain clairement affiché. Alors du coup, ça permet de promouvoir quelques règles éthiques comme la solidarité et la justice afin de lutter contre quelque chose d'essentiel qui est l'électronisme, qui est donc le fait de laisser un certain nombre, non pas de la jeune génération, j'espère, mais de nos plus anciens, sur le bord de la route parce qu'ils sont déconnectés de vos réseaux. Donc à la jeunesse de faire le lien avec les anciens. Et donc, on est dans un cadre qui est vraiment tout à fait novateur, où on voit bien que l'Union européenne s'empare de tous les sujets, pas que juridiques, sociétaux, sociaux, et ici plus sur des valeurs intergénérationnelles, avec ne jamais oublier que ça reste du droit et que dans le cadre de l'Union européenne, si un État se met à avoir une vision hégémonique de l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans le cadre de l'Union européenne, je parle des États de l'Union européenne, nous avons la possibilité de le mettre au banc de la société de l'électronisme et de lui dire lui-même qu'il sort de notre champ de valeurs si notamment il utilise l'IA à des fins on a évoqué ça par exemple, des salas par exemple, pour l'utilisation des armes autonomes. Voilà, alors ça, on a tout un cadre juridique qui le permet et c'est finalement une agilité de cette IA qui va servir les valeurs de l'Union européenne pour son ouverture sur le monde. Et attention, on a supprimé les 3 piliers des traités de Lisbonne. D'un côté, il y avait l'économie, l'espace de Schengen sur tout ce qui était libre circulation avec les pays tiers, et la PSDC, la politique étrangère et sécurité commune, incluant la défense, n'échappe pas à l'intelligence artificielle. Il y a autre chose comme débat que l'interdiction des salas. Il y a des vrais enjeux sur le soldat augmenté, par exemple, sur lequel on pourra peut-être discuter dans le cadre des échanges tout à l'heure. Alors, quelle est la méthode scientifique qui peut être utilisée ? Cette méthode scientifique, elle est à l'épreuve du biais cognitif, car ce sont surtout les économistes qui travaillent sur ces notions-là pour comprendre les nuances de l'acceptabilité sociale et pour échapper au risque de déviance de la neutralité de l'expert. Et ils étudient les conséquences de ces biais cognitifs. Et la question qui se pose finalement dans ce nouveau modèle, c'est les choix technologiques par rapport à la des experts. Alors, il y a une doctrine hallucinante en économie sur les biais cognitifs que moi j'ai vraiment découverte récemment grâce à un colloque organisé par l'SKE. Et dans le cadre de ces biais cognitifs, il y a eu des conclusions vraiment qui sont des recherches d'économistes très approfondies qui montrent que le profane semble aujourd'hui, quand il s'intéresse à l'intelligence artificielle, autant intéressé par le développement et la commercialisation des innovations que par la recherche fondamentale, le profane. Alors que le scientifique, qui travaille sur ces sujets, il a été démontré que les sujets peu matures l'intéressent, et il travaille déjà sur ces thématiques. Et lorsqu'il travaille déjà sur ces thématiques naissantes, il est plus indifférent à la maturité de l'option technologique lorsqu'il ne maîtrise pas le sujet. Il en déduit donc que finalement, il introduit dans sa propre démarche scientifique un biais cognitif qui constitue un vrai danger pour la recherche au-delà de l'économie, pour les sciences humaines et sociales. C'est donc extrêmement difficile pour nous de réfléchir à ce qui est le biais cognitif en droit.
Et du coup, si je recadre ce risque de biais cognitif dans un domaine qui est le mien, qui était le cyberespace européen, eh bien, il y a un combat que j'ai qualifié le combat hexaflopique au service de la construction du cyberespace européen, parce que finalement, ce que l'on va rechercher, c'est quelque part un mot qui est bizarre en droit, c'est la robustesse des règles juridiques et éthiques qui vont être nécessaires pour assurer la sécurité du cyberespace. Et là, en ce lieu particulier qu'est le cyberespace, il convient de réaffirmer haut et fort que le droit doit rester la colonne vertébrale du cyberespace. À la jeunesse qui est présente dans la salle, je vous en prie, ne partez pas en vrille. Le cyberespace n'est pas un espace sans foi ni loi. On reste, le ComCyber en France l'a clairement dit, non seulement nous protégeons notre espace territorial, mais nous protégeons aussi de manière offensive notre espace cyber. Et donc, à partir de là, l'intelligence artificielle va profondément aider le ComCyber en France, notamment, pour agir dans le respect de la non-agression armée. Mais si on vient sur notre espace cyber, eh bien, la France a clairement positionné, par la parole de sa ministre des Armées, une position offensive sur ces questions-là. Alors, face à cette démonstration de force juridique quand même française, eh bien, l'Union européenne a un petit peu aussi sous notre... On a quand même une certaine influence européenne encore, grâce à la France, porté des lignes directrices en matière d'IA. Je ne vais pas les détailler, mais juste dire les 3 grands principes qui restent. On ne travaille que dans le champ du licite, on doit travailler sur des règles éthiques et on doit travailler sur un dispositif robuste. À partir de ces 3 éléments-là, on peut comparer de manière tout à fait louable les règles européennes avec les travaux de l'université de Harvard qui promeuvent à peu près les mêmes règles, mais vraiment eux aussi en tuant désespérément, heureusement, la singularité technologique, c'est-à-dire qu'on laisse l'humain au cœur de tout les décisions essentielles dans l'intelligence artificielle. Et il est très important de voir que la communauté scientifique commence à réagir de manière très cohérente maintenant sur ces sujets, parce qu'il y a encore 4 ans, il y avait toute une doctrine de la singularité technologique qui voulait remettre la personnalité juridique des robots aux robots. Eh bien, il est clair, cette tendance est... Elle n'a pas disparu malheureusement, mais elle est très circonscrite maintenant et il y a plutôt un retour aux valeurs. Et ces valeurs, on les voit bien, elles convergent aux États-Unis et en Europe sur la maîtrise par l'humain de ce système-là. Alors du coup, après, le droit, il ne suffit pas, je l'ai dit plusieurs fois, il faut un retour à l'éthique. Et du coup, on arrive à un triptyque qui est très intéressant. Il y a 5 ans, j'écrivais sur le privacy by design, c'est-à-dire qu'il fallait qu'à cause de l'intelligence artificielle, on assure que toutes les technologies intègrent la protection de la vie privée. Du privacy by design, on est allé vers la security by design. Maintenant, il faut sécuriser dès le départ, dès la conception, toutes nos technologies. Du privacy au security, on est passé à l'interopérability by design. Et ce triptyque-là est désormais réuni dans le jargon européen sous le label confiance by design. J'attends l'étape d'après. Tous les 6 mois, ça change, ça devient assez difficile à suivre. Mais c'est bien la preuve que le juriste ne suffit pas à définir le cadre requis dans le cyberespace comme pour les autres règles de l'intelligence artificielle appliquées à des domaines. Et on va même plus loin puisque le professeur Meki, dans sa dernière publication, fait même référence au droit by design pour l'intelligence artificielle. En conclusion, je dirais que l'intelligence artificielle seule ne permet pas le mariage de la carpe et du lapin. Il lui manquera toujours l'intelligence humaine au service de la pusillanimité. Je vous remercie. Merci. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, nous avons pris un peu de retard, mais il reste quelques minutes quand même pour les questions de la salle avant que nous fassions une première pause. Vous avez donc la parole et j'invite Younes Benani s'il veut venir à la tribune pour pouvoir répondre directement.
Bonjour, merci pour toutes vos interventions. J'avais une question pour Monsieur Benani. Vous avez indiqué que que vous préfériez le terme de voiture automatique à voiture autonome. Qu'est-ce qui vous dérange en fait dans le terme autonome ? Dans l'autonomie, il y a plusieurs autres facteurs cachés. Par exemple, un être humain est autonome. Je prends ma voiture pour me diriger chez moi et sur la route, je me rappelle qu'il me manque quelque chose et je m'arrête et je change complètement de direction. Je fais un détour par un supermarché pour faire mes courses. Une voiture autonome, enfin automatique, elle est incapable d'avoir un peu d'improvisation. Elle est programmée, si je la déclenche pour aller chez moi, elle ne va jamais changer d'avis pendant le trajet. Elle va aller directement chez moi. Donc il n'y a pas une vraie autonomie et je préfère plutôt le mot automatique que autonome parce qu'il n'y a pas un comportement semblable à celui qu'on trouve chez l'être humain naturellement. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a d'autres choses cachées derrière le mot autonome que je ne connais pas encore. Voilà. Bonjour d'abord. Je tenais à féliciter les initiateurs de ce colloque qui, à mon avis, est d'une importance capitale pour nous, pour la suite de notre formation. Je remercie Madame Camilleri pour votre exposé, dans lequel j'ai pu retenir que le droit devait obligatoirement l'emporter sur la science. Ma question est la suivante. Pensez-vous que c'est une question de vainqueur ou vaincu? Car à mon avis, je pense que ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution. Merci. Alors c'est ça, c'est de devoir résumer mon intervention. Il y a eu un contresens. Je n'ai pas du tout voulu dire ce que vous venez de dire. Ce que je dis, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, les technologies, chaque fois que on l'a vu particulièrement tout à l'heure en médecine, la technologie apporte un progrès scientifique. Et le droit n'est rien d'autre qu'une boîte à outils pour permettre que ces nouvelles technologies rentrent dans notre système de droit, mais dans notre système sociétal. Et donc, je ne dis pas qu'il faut au contraire le limiter, il faut juste l'encadrer pour que, non pas encadrer le progrès, mais peut-être les usages, pour que les usages restent en phase avec nos valeurs. C'est juste ce que je voulais dire. Ça répond à votre interrogation ? Comment ça ? Pourquoi moins ? En fait, dès que vous commencez votre exposé, vous avez dit le droit doit obligatoirement l'emporter sur la science. Oui, en ce sens qu'à un moment donné, il faut légiférer, il faut donner ce qui est interdit. Le droit, c'est parfois très castrateur. Il faut dire, ça n'est pas autorisé. Je vous donne un exemple. La communauté scientifique et internationale se divise beaucoup encore aujourd'hui sur les armes autonomes. Ça a été évoqué par vous tout à l'heure. Et c'est vrai que les salas devraient être interdits déjà, et c'est en cours au niveau international, mais le débat est extrêmement virulent. Alors la voiture autonome qui nous échappe, c'est une chose. L'arme automatique, vous l'avez évoqué, en matière de politique de sécurité et défense commune, c'est extrêmement dangereux. Il faut absolument maîtriser ces technologies-là. Donc c'est en ce sens que je dis que le droit doit l'emporter sur la science, parce que si la technologie se retourne contre nos valeurs, cette technologie doit être maîtrisée. Les usages de cette technologie doivent être maîtrisés. Nous allons prendre une dernière question avant la pause. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention pertinente et enrichissante. Je tiens juste à attirer votre attention sur un pays européen, c'est l'Estonie, qui est un pays qu'on peut appeler Digital Nation aujourd'hui, qui a développé pas mal de secteurs en matière d'intelligence artificielle. Là, récemment, ils ont proposé d'adopter un algorithme juge, un robot juge qui pourra prendre des décisions en matière, bien sûr, en matière du droit, des décisions qui sont inférieures à 7 000 euros. Du coup, ce pays-là peut vraiment représenter un modèle pour l'Europe. Et ma question pour Madame Camilleri, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'emploi de
de l'intelligence artificielle n'est pas une tendance, mais plutôt une nécessité pour l'Europe aujourd'hui, surtout avec la compétition du GAFA, les Américains et les Chinois que vous avez tous évoqués. Surtout au niveau de la fraude, le parquet européen, c'est lui qui se spécialise aujourd'hui dans la lutte contre la fraude à la TVA, qui nuit beaucoup au budget européen, le secteur de la santé, le secteur social. Ma question est la suivante. Quels sont les safeguards, les garanties en matière de transparence, en matière d'éthique et en matière de protection des droits fondamentaux, comme ils sont stipulés dans la charte de l'Union? Merci. La question est ambitieuse, ma réponse sera beaucoup plus succincte. Alors d'abord, l'Estonie, c'est pas un mauvais choix, c'est l'excellent choix, c'est le modèle de référence parce qu'ils sont extrêmement avancés par rapport à la dématérialisation. Donc ceci explique cela. Ça m'étonne pas que vous ayez été intéressé par cet État. Il est extrêmement en avance sur nous, sur tout ce qui est acceptabilité des usages du numérique. Je préférerais à la référence de l'intelligence artificielle. Donc, premier élément de réponse. Ensuite, au-delà de l'État, c'est vrai qu'ils ont un dispositif qui est tout dématérialisé, mais l'Estonie, cela ne nous aura pas échappé, est membre non seulement de l'Union européenne, mais surtout du Conseil de l'Europe. Et au titre de cette appartenance, l'Estonie, comme tous les autres États du Conseil de l'Europe, sont tenus d'appliquer la nouvelle charte qui a été adoptée. Alors, je vous prie de m'excuser, je n'ai plus du tout la date en tête, ou c'est fin 2018 ou début 2019, la charte européenne sur l'usage de l'intelligence artificielle dans l'élaboration des décisions de justice. Et sur la base de l'échec cuisant américain qu'a pu constituer le logiciel Compass pour gérer les suivis des personnes qui étaient remises en liberté après une décision de justice. On sait que ce logiciel était raciste, avait dans sa conception une approche biaisée qui faisait qu'il ne reportait que les propos racistes de la génération à ce moment-là, mais pas que racistes, mais aussi... on va pas développer ce point-là, il n'est pas essentiel. Pour répondre plus précisément à votre question, dans le cadre de cette charte, il est clairement inscrit que l'outil informatique, évidemment, est intégré pour les magistrats, mais que les magistrats n'en font qu'un outil parmi d'autres pour établir leur propre jugement. Et donc, il y a la réaffirmation ainsi de la place de l'humain au cœur du dispositif judiciaire et le fait que ce n'est qu'un outil dont ils peuvent s'affranchir et dont la liberté de pensée du magistrat est totale. Donc, on est très loin du modèle américain. Les Estoniens ont pu être influencés par ce dispositif-là en prenant exemple sur le modèle américain, mais ils sont dans l'Europe, donc ils n'échapperont pas aux sanctions. Et il y a vraiment dans les débats qui ont été publiés dans le cadre du Conseil de l'Europe sur ces questions-là, vraiment une volonté mais farouche affirmer maintenant du fait que la décision finale, elle relève aussi de tout un présupposé de valeur qui doit être entre les mains du magistrat, qui préfère renforcer la collégialité plutôt que de renforcer l'intelligence artificielle. Voilà l'état des recherches européennes pour l'instant sur cette question-là. Donc il y a vraiment un début de réflexion sur ces sujets. Merci beaucoup. Je dois mettre un terme à ce premier débat.